L'abandon de Běloki, la grosse frayeur de Lance Armstrong, Alexandre Vinokourov, que voici, auteur d'un final étourdissant. Voici tout de suite le résumé de la 9e étape du Tour de France, une étape d'enfer pour la plupart des coureurs. Laurent Belay. C'est la plus grande course du monde. Vinokourov est en course pour la victoire à l'approche de Gap. À cet instant, la descente de la Rochette n'est pas encore dans l'histoire. Běloki, lui, vient d'attaquer Armstrong à 60 à l'heure sur le goudron fondu. L'Espagnol chute. José Acevedo, son coéquipier, est auprès de lui. Je voyais qu'il avait des douleurs. Il m'a dit qu'il souffrait. Je ne l'ai pas touché parce que je ne savais pas ce qu'il avait et je ne savais pas ce qu'il fallait faire exactement. Bilan, fracture du fémur, même la main à Lance Armstrong. C'était fou parce que j'ai vu Lance dans un champ au-delà du parcours. J'étais effrayé. J'ai regardé le virage. Je me suis demandé s'il était blessé. Je l'ai vu courir avec son vélo. En fait, pendant l'hiver, Lance fait du VTT. Je pense que ça l'a bien aidé aujourd'hui. Bon, je me demandais s'il était OK, ça allait, mais je suis content, mais j'ai de la peine pour Běloki. C'est mal, c'est une honte. C'est le final d'une étape encore incroyable. Sur les pentes du Lautaret, le peloton, dès le matin, est en 1000 morceaux. Beaucoup de petits groupes, de pelotons, avec notamment Lance Armstrong qui se retrouve un moment isolé au sommet du col du Lautaret. Un groupe de 10 s'est dégagé, avec notamment Moncoutier. Au total, une vingtaine de coureurs précèdent le peloton, pointé à 3 minutes 10. Ce groupe qui traverse Briançon et s'attaque à un sommet du Tour, le col de l'Izoard, premier lacé. Première difficulté pour David Moncoutier, lâché. C'est monté vite dès le pied, puis j'ai tout de suite eu les jambes qui brûlaient. Donc bon, après, j'étais dans un groupe en contre, mais bon, on n'est jamais rentré sur la tête. Bon. Dans l'Izoard, un homme est seul, Heitor Garmendia, équipier d'Ulrich. Il passe au sommet avec 15 secondes d'avance sur quelques-uns de ses coéquipiers d'échappée du matin. Le peloton, passé à 5 minutes 20 au sommet du col de l'Izoard, dévale les pentes et la fameuse casse déserte immortalisée par Coppi et Bobet. Dès lors, la course est limpide. 7 hommes sont à l'avant, 2 Italiens, Di Luca, Pelizzotti, 3 Espagnols, Lopez de Muinaim, Garmendia, Casero, un Colombien, Para, et l'animateur de l'étape, l'Allemand Jörg Jatschke, 10e seulement du classement général ce matin. À un moment, c'est vrai que j'ai pensé au maillot jaune, parce qu'on était bien parti, on était bien représenté, mais en fait le final était beaucoup trop dur et j'ai perdu espoir. Sur les rives du lac de Serponçon, l'avance de ces hommes décroît 2 minutes 20 avant une fin d'étape étonnante. La surprise, ce n'est pas la beauté du lac de Serponçon, mais plutôt le serpentin qui s'élève sur ses flancs. Rapidement, Jatschke et Para sont les meilleurs d'un groupe démantelé, car la pente est rude, la chaleur étouffante qui repousse Di Luca au plus profond de l'effort. Le peloton, lui, explose littéralement dans cette côte empruntée pour la première fois dans l'histoire du Tour. Běloki, une fois encore, fait le métier, force l'allure et le respect. C'est le combat des chefs avec Armstrong inébranlable aujourd'hui. Le peloton s'est considérablement amaigri, restent les favoris, reste Millard, parti un instant, mais surpris par la pente. C'est dur, hein? Oui, non, c'était une belle surprise. Je disais, bon, je fonce. Millard repris, reste la dernière côte, la côte de la Rochette. Dans cette côte, un homme veut aller plus vite que les autres, Alexandre Vinokourov, déjà à l'attaque dans le col de la Ramaz avant-hier, à l'attaque hier dans l'Alpe d'Huez. Alexandre Vinokourov revient sur Jatschke et Para, il les dépasse littéralement pour s'envoler vers la plus belle victoire de sa carrière. Vinokourov en route et la suite, eh bien vous la connaissez, c'est la chute de Joseba Běloki qui avait attaqué Armstrong dans la descente de la côte de la Rochette. Une chute qui freine l'Espagnol désormais hors du Tour. C'est un malheur de cette course, le malheur qui permet à Vinokourov de remporter cette belle étape avec 37 secondes d'avance sur la ligne sur Lance Armstrong. Marchait bien hier, aujourd'hui encore. C'était très magnifique, j'ai gagné. Voilà, longtemps je voulais gagner pour
mes petits jumeaux là. Et aujourd'hui, je suis aussi. Je suis très content, très fier. Bettini termine deuxième, Alexandre Vinokourov, 18e vainqueur d'étape à Gap et ce soir deuxième du classement général à 21 secondes d'Armstrong. Deuxième à la place de Joseba Bellocchi, si malheureux dans les bras de Manolo Saiz. C'est vrai que nous sommes tristes parce que nous faisons le sport et quand on fait le sport, tout lutte pour gagner, non? Mais quand passe une chose comme ça, le plus important c'est la santé et c'est la chose qui va faire ce moment en l'équipe. Nous seulement va penser à la santé de Bellocchi. Ce soir, Joseba Bellocchi est à l'hôpital de Gap avec une fracture du fémur. Un départ prématuré d'un champion tombé avec les honneurs sur la plus grande course du monde. Voilà, et grâce à Céline Géraud qui est avec nous en direct précisément de l'hôpital de Gap, on va prendre tout de suite des nouvelles de Joseba Bellocchi. Il souffre de plusieurs fractures, hein. On en est sûr ce soir, Céline. Oui, Henri, 3 exactement, poignet, coude et col du fémur, des fractures qui pourraient nécessiter une intervention chirurgicale. Et dans ce cas-là, Bellocchi a demandé à être rapatrié dès demain matin à Vitoria dans le Pays Basque. Vitoria où il va retrouver sa femme qui attend un heureux événement et qui a été très choquée cet après-midi en voyant les images en direct à la télévision. Bellocchi est lui aussi secoué moralement, mais ce soir, il va bien. Il va rester ici en observation à l'hôpital de Gap. Il repartira donc en Espagne demain matin sans doute. En attendant, pour Manolo Saiz, qu'on a croisé il y a quelques minutes, c'est un véritable coup du sort pour lui, pour le Tour de France et pour son équipe, la ONC, qui doit participer à la Vuelta sans son héros très populaire en Espagne. Merci Céline. On va jeter tout de suite un coup d'œil sur les classements et sur les maillots. Pas de grand changement ce soir, vous vous en doutez. Pour le général, Lance Armstrong précède Alexandre Vinokourov de 21 secondes. Iban Mayo est 3e à 1,02. Tyler Hamilton 5e, c'est étonnant, à 1,52. Moreau, premier français, est 12e à 4,04. Baden-Cook a toujours le maillot vert sur les épaules. Richard Virenque, évidemment, conserve le maillot à poids devant l'Allemand Jaschke. Pour le maillot blanc, Menchov précède Sylvain Chavanel. On va enchaîner comme tous les soirs avec le côté festif du Tour de France. Le 14 juillet sur la route du Tour, c'était grosse ambiance et quelques stars sur la route. Pierre-Henri Brandet. Salut Henri, qu'avons-nous ramené dans notre musette aujourd'hui? Eh bien nous avons rencontré Johnny sur le bord de la route. Les petits bateaux permettent eux aussi de voir passer le Tour et puis vous découvrirez la future voiture de Richard Virenque. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Suivons la... Oh Bonjour, c'est Johnny. Kilomètre 68 dans la montée vers l'Izoard, Johnny enfin Jean-Luc attend Virenque. Virenque. Moi, c'est Virenque qui s'apporte tout ça, Johnny. Tempérament, un bâton. Une petite chanson, Johnny? Allumez la feu. Mais heureusement, les pompiers ne sont jamais loin. Histoire d'eau encore, kilomètre 145, le lac de Serponçon dans les Hautes-Alpes, ou comment être sur le bord de la route en bateau. On va reculer un peu, on les verra bien. C'est vous les plus tranquilles là? Ah là ouais, mais là, pour la bouteille, Kilomètre 152, côte de Saint-Apollinaire, présentation officielle de la R21, série limitée à un exemplaire, Richard Virenque, peinture originale, téléviseur intégré au coffre et étendoir, porte-étendard sur le toit. Le concepteur de cette merveille s'appelle Jean-Paul. Richard il court pas pour le maillot jaune, hein. C'est pour le maillot à poids, hein. Tout le monde le sait. Et là c'était un bonus, ça nous a fait très plaisir. Des supporters des Canaries, kilomètre 175 dans la côte de la Rochette, ultime difficulté de la journée, le peloton du maillot jaune à toute allure, un maillot jaune qui n'est ni nantais ni français, il a pour nom Armstrong. Voilà, et demain c'est déjà la 10e étape du Tour de France entre ici, Gap et Marseille, 220 km, long sous le soleil. Allez, salut, à demain. Danois Jakob Piel se serre la main avant de disputer le sprint quelques minutes plus tard. C'est le Danois qui l'emporte à la régulière. Le peloton finit très très loin à plus de 21 minutes. Voici tout de suite et comme tous les soirs le résumé de la 10e étape du Tour de France concocté par Laurent Belay et Didier Nérac. C'est la porte des Alpes. On quitte Gap, dite la capitale douce. Bien mal nommé, sur ce tour, orphelin de Joseba Bellocchi, rapatrié ce matin en Espagne. Fracture du fémur, du poignet, du coude, Bellocchi amoché. Le tour, sans Bellocchi, le maudit. Le tour sans Stefano Garzelli, deuxième du Giro, contraint à renoncer pour des problèmes de bronche.
219 km en direction de Marseille, avec Armstrong en jaune. Et une belle lutte pour un autre maillot, le vert, kilomètre 10 à Tallard. McEwen s'impose devant Baden-Cook et Jean-Patrick Nazon. Mais cette journée coincée entre montagne et repos peut sourire aux courageux. Kilomètre 16, ils sont 9, plus pressés que les autres pour découvrir le Vieux-Port. 9 hommes, représentants de 9 équipes, 9 hommes pleins de bonnes intentions. Et je suis passé à l'attaque, vraiment bien musclé. Là, on est parti à 9, le compteur il débranchait pas du 60 à l'heure. Et derrière, ça essayait un petit peu, mais ça a baissé les bras au bout d'une 25-30 km. La suite, c'est une belle randonnée dans la vallée de la Durance. L'avance de ces hommes atteint des sommets, 22 minutes 30 à 115 km de l'arrivée. Pour eux, c'est la belle vie. Pour lui, ce sont les ennuis. L'Espagnol Lopez de Munaim, accroché par un spectateur, souffre du coude, heureusement sans conséquence. Juste avant, un incident de course. Kilomètre 148, le peloton est stoppé par des manifestants. Ça barde sur la route du Tour. Je crois qu'il y avait une ou deux bombes lacrymogènes qui avaient été éclatées. On a été quelques-uns à avoir les yeux qui piquaient et puis à pleurer pendant un bout de temps, mais bon... Je pense qu'il y a d'autres moyens pour se faire entendre qu'arrêter le peloton du Tour de France, quoi. Comme je dis, laissez-nous faire notre métier et puis c'est à l'État de s'occuper du reste. Touche pas à mon tour, quoi. Ouais, tout à fait. Patient, souriant les coureurs, sauf Garcia Acosta, candidat au divorce. Dans la Côte de Juillet, l'Espagnol trouve un terrain à sa convenance et tente de faire ses adieux à ses copains du matin. Ce n'est qu'un au revoir. 1 kilomètre plus tard, Garcia Acosta est à nouveau un homme parmi les autres. Ce que ne supporte pas José Enrique Gutiérrez, parti en contre. Généreux, l'Espagnol. 31 km de solitude pour une avance maximale de 45 secondes. Juste un espoir, en fait. Car une victoire à Marseille, cela fait des envieux. À 17 km de l'arrivée, Gutiérrez est repris. Et voilà que Pil s'en va. Pil, c'est un sacré rouleur. Et derrière lui, il n'y a pas grand-chose à faire. Comme Pil, un coureur comme Pil, c'est un très bon rouleur. Et quand lui, il prend 200 mètres, c'est très difficile pour boucher le trou. Sauf si l'on est un rouleur comme Fabio Sacchi. L'Italien revient sur Pil en puissance. C'est donc reparti pour la vie à deux dans le cadre enchanteur du Vieux-Port. Témoin des altermoiements des poursuivants, maintenant clairement désignés comme les perdants du jour. Devant, les signes ne trompent pas. C'est d'une victoire dans le Tour dont il s'agit, entre Pil et Sacchi. Sacchi et ce geste sur la ligne d'arrivée amicale dans une compétition, mais non sans raison. Je suis des grands professionnels pour démontrer à tout le monde que le cyclisme est le meilleur sport du monde. Il est sympa, Sacchi, tellement sympa qu'il lance le sprint que Pils, le pistard, ne pouvait décidément pas se permettre de perdre. That's a nice feeling. I tried the last 2 years to win ces 2 dernières années. Had bad luck, but j'ai pas eu de chance. I'm very happy now. Maintenant, je suis très heureux. Le Néerlandais De Groot se classe 3e, Damien Nazon 4e, fatalement déçu après tous ses efforts. Je crois que les coureurs se sont méfiés de moi à 200% et bon, ça a couru un petit peu contre moi, mais c'est normal, ils avaient tout intérêt à me lâcher. Et ça, Pil l'a vite compris. Lui, enfin vainqueur sur le Tour, après sa malchance de l'an dernier. À Bourg, il avait perdu les pédales. Un sprint raté, s'était reculé pour mieux sauter, souvent placé, rarement gagnant, sauf quand la bonne mère en a décidé autrement.
Voilà, comme quoi il faut toujours persévérer. Un coup d'œil sur les classements et sur les maillots, pas de gros changements aujourd'hui. Armstrong évidemment toujours en tête du général avec 21 secondes d'avance sur Vinokourov et 1,02 sur Iban Mayo. Baden-Cook conserve le maillot vert après une belle bagarre, vous l'avez vu, avec Robbie McEwen. Eric Zabel est en embuscade, il est 3e. Pas de changement pour le maillot à pois, c'est toujours Virang devant Jaschke, l'Allemand. Enfin, le maillot blanc est toujours sur les épaules de Denis Menchov. Sylvain Chavanel pointe en 2e position. Pas de réaction en direct ce soir car vous le savez, les coureurs sont déjà partis, ils ont quitté Marseille, ils sont sur la route de Narbonne où ils vont goûter une journée de repos bien méritée demain. Pour évoquer le transfert de Narbonne, on va retrouver tout de suite Céline avec l'équipe Jean Delatour. Céline, c'est à vous. Oui Henri, je suis avec l'équipe Jean Delatour qui est sur le point de partir puisque vous le savez, avant la journée de repos, tout le monde file sur Narbonne, 300 km, on amène sa maison un peu comme un escargot. Frédéric, vous prenez un peu de temps dans ce bus, c'est sympa, c'est confortable. Oui, ça permet de se doucher rapidement et puis de pouvoir tendre les jambes pour se poser un petit peu. Vous êtes un peu comme des Romanichel, toujours en voyage, toujours en train d'avancer. Hein. Ouais, c'est ça, on est un peu Romanichel, ouais. Mais bon, on a un bus qui est très confortable et ça aide aussi à la récupération, quoi. Jean-Patrick Nazon, lui, il a toujours les jambes en l'air, il aime bien parce que c'est décontractant. Vous avez pris la douche, là, en plus il y a la douche à bord. Hein, donc. Bah ouais, c'est plus pratique, comme ça on peut déjà repartir tout propre, tout neuf, on n'a plus qu'à faire le voyage tranquille et se reposer, se calmer et puis commencer à récupérer, faire un petit peu le break là pendant 24 heures. Demain vous roulez et après repos. Ouais, repos et puis on va essayer de se calmer aussi parce que c'est vrai que il y avait un peu de tension par rapport au maillot vert aujourd'hui. On va essayer de tourner une page et on va attaquer la deuxième partie du tour. Eh ben super, on va sortir du bus avec Didier là et on vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Sinon on part à Narbonne direct. Voilà, Didier, c'est Didier Nérac, un bon caméraman qui est avec nous, comme tous les caméramans d'ailleurs, sur la route du Tour 2003. Après le sport, le folklore et rien que du bonheur aujourd'hui sur la route du Tour de France. Pierre-Henri Brandet. Salut Henri, qu'avons-nous ramené dans notre musette aujourd'hui? Eh bien un peu de sable de la plage à Marseille. Nous avons aussi croisé sur la route un planeur et également une artiste peintre très sympa. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Kilomètre 87, les Alpes de Haute-Provence, du pastis, 33 degrés à l'ombre et voilà le résultat. Dans un style plus aérien, le kilomètre 114, Vineuil-sur-Verdon, elle déployait pour saluer le Tour un planeur que l'on a vraiment vaché ici. On appelle une vache un planeur qui se pose dans un champ. Et ça se fait couramment en toute sécurité. Une galerie de peinture à ciel ouvert, 136e kilomètre, Liliane Moulietz expose ses œuvres. Artiste des Bouches-du-Rhône, c'est son compagnon qui lui a fait aimer le cyclisme, mais ce qu'elle adore, c'est tout autre chose. J'aime les voir souffrir, voilà, j'aime la souffrance sur le visage de ces hommes, et chacun son truc. Et voilà, je trouve qu'ils sont plus beaux dans l'effort qu'une simple photo où ils posent. Il y a beaucoup plus d'expression. Des chevaux fous, des chevaux provençaux à l'entrée de Marseille, kilomètre 192. Le festival de folklore de Château-Gombert s'est achevé hier, mais les canassons n'ont pas regagné l'écurie. Depuis le XVIIIe siècle, ils ne sortent traditionnellement que le premier week-end de juin et pour les grandes occasions. Kilomètre 209, la tête de course a passé le Vieux-Port. À quelques mètres de la corniche, la plage du Prophète. Plongée dans un bouquin, Morgane, elle ne s'est pas mise à la page du Tour. Ça m'a encouragée de venir à la plage parce que je savais qu'il y aurait moins de monde à la plage. Donc j'en profite pour être au soleil, tranquille. Et voilà. Et le soleil, les coureurs vont enfin en profiter un peu. Demain, c'est relâche. Voilà, demain, vous le savez, c'est repos pour les suiveurs et pour les coureurs. Mais le journal du Tour continue. On se retrouve en direct de Narbonne à 20h30 en compagnie de Richard Virenque. En attendant, bonne soirée sur la 3. Et comme on dit ici, allez l'OM. Salut. Que le Tour de France n'était plus arrivé dans la Ville Rose et c'est un Espagnol qui l'a emporté aujourd'hui. C'est la victoire d'un audacieux, il s'appelle Juan Antonio Flecha et en franchissant la ligne, il a fait semblant de décocher une flèche qui est somme toute sa marque de fabrique personnelle. Voici tout de suite le résumé de cette 11e étape du Tour de France, placé sous le signe de la chaleur, du vent et du courage. Laurent Belay. C'est un voyageur de commerce, pas tout à fait comme les autres. Sur la place des Halles de Narbonne, comment dire, plus entouré. Arnold Schwarzenegger en personne, acteur de la promotion du dernier produit de Hollywood, garde du corps, protection rapprochée pour Schwarzy, invité d'Henri. Schwarzy, sur la route du Tour, toute sa journée dans l'émission Demain matin,
avec Eric Berg. Et les coureurs dans tout ça, comme d'habitude, à peine partis et déjà en pleine action. De multiples attaques, 45 de moyenne pour la première heure de course. Et 2 malchanceux, Rick Verbrugge, puis Anthony Gélin, victime d'une chute en début d'étape. Anthony Gélin, gêné par un obstacle au milieu de la route, rate son virage. Gélin, chez le médecin pour soigner des blessures superficielles. J'ai filé tout droit et j'ai pilé à bloc et j'ai vu il y avait un grand garçon. En une fraction de seconde, j'ai fait merde quoi. Je suis rentré dedans, pas. Alors là, je sais pas si je me suis pété le dos ou quoi. Ça a l'air d'aller mieux quoi. Et sur le coup, j'ai eu très peur pour moi, puis c'est surtout pour lui quoi. Heureusement, pas de bobo grave. C'est la 11e étape de ce tour au pied de la merveilleuse cité de Carcassonne. Au Basque, de 8 coureurs échappés. Au kilomètre 58, 3 Espagnols, Nozal, Cuesta, Fletcha, néerlandais de Groot. 2 Australiens, Rogers, O'Grady, 2 Français, Portal et Dacruz. Entre eux, ça roule plutôt bien, sauf au moment des sprints bonification que Dacruz dispute à Stuart O'Grady. Stuart O'Grady lance le sprint devant Carlos Dacruz. O'Grady à droite. Carlos Dacruz qui est en train de le déborder. Le Français, vainqueur cette année du circuit de la Sarthe, Carlos Dacruz qui va remporter ce sprint. Je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de mètres, mais en tout cas voilà, premier Carlos Dacruz, deuxième Stuart O'Grady. J'avais pour consigne de prendre les points qu'O'Grady ne devait pas prendre aujourd'hui, puisqu'il n'est pas loin pour le maillot vert. Il voulait prendre le bonif pour son équipier à Cook, mais en finale, il est couru très négatif. C'est dommage parce que comme nous sommes dans l'échappée comme ça, nous faisons un gros effort et après quand tu roules pour deuxième ou cinquième, c'est nul, c'est rien. Cinquième, c'est rien, c'est dommage. Et le peloton, il prend de l'allure sous l'impulsion de l'équipe Brioche la Boulangère. L'écart se situe alors autour des 3 minutes. Si cette accélération ne perturbe pas du tout les hommes forts, elle devient le chant du cygne pour un coureur malade. Depuis 2 jours, Jens Voigt souffre de troubles digestifs. Manque de force, panne de rythme, voilà le brillant rouleur du Crédit Agricole collé à la route. Déjà, la voiture balai se profile. À l'approche du ravitaillement, l'évidence devient réalité. Jens Voigt est à l'arrêt. Le dossard 129 ne verra pas les Pyrénées. C'est le bout de la route pour un Allemand, c'est la fin de l'étape pour un Espagnol. Juan Antonio Fletcha de l'équipe Banesto. Il a déjà tenté de s'enfuir à 20 km de l'arrivée sans succès. La deuxième tentative est la bonne. Ces images ne mentent pas. Cet homme est appliqué, efficace, déterminé. Son style tranche avec celui de ses poursuivants. C'est la zizanie dans le groupe. Ces hommes s'épient, se neutralisent, gaspillent de précieuses secondes. 25 de retard à 3 km de Toulouse, dans la dernière ligne droite. Cet avantage s'avère décisif sous la chaleur. Fletcha s'impose à la barbe de ceux qui ont compris trop tard que rien ne sert de sprinter, il faut démarrer à point. Fletcha vainqueur avec 4 secondes d'avance sur De Groot et Nozal. C'est incroyable parce que mon copine travaille ici, à Toulouse. Et bon, c'est la victoire plus belle de ma vie. Le peloton arrive 41 secondes après le vainqueur avec seulement 136 coureurs et quelques étonnants attardés. Coccioli, Di Luca, Simoni ou Bottero notamment en difficulté entre Narbonne et Toulouse. Pour la lutte du maillot vert, McEwen s'impose et grappille quelques points à Baden-Cook. Baden-Cook toujours leader du classement avec 8 points d'avance sur McEwen au terme d'une étape fatale à Stéphane Auger. Arrivé 21 minutes 44 après Fletcha. Auger arrêté à la demande de son directeur sportif pour assister Voigt malade. Auger sacrifié, coincé seul à l'arrière et qui n'a jamais pu rentrer sur le peloton. J'ai eu des cassures dans le fil des voitures. Bon, les commissaires ils font leur boulot, mais des fois ils sont pas très sympas, je pense. Moi j'ai eu droit à de belles cassures, ce qui fait que j'ai pas pu prendre les pare-chocs des voitures. Et je sais pas si je suis dans les délais ou pas, donc on verra. Stéphane Auger est arrivé hors délai, il est éliminé, c'est forcément cruel, immérité. À ce moment-là, Lance Armstrong, lui, avait déjà terminé les festivités avec Arnold Schwarzenegger en personne. Pour une fois sur le podium, ce n'était pas forcément le maillot jaune le plus acclamé.
Voilà, sous le regard d'Arnold Schwarzenegger. Pas de changement évidemment au classement général. C'est toujours Armstrong avec 21 petites secondes d'avance sur Vinokourov. 1,02 sur Iban Mayo. Hamilton est à 1,52 et Ulrich à 2,10. Demain, Armstrong va sans doute creuser des écarts dans le contre-la-montre individuel. Mais Vinokourov a décidé de se battre jusqu'au bout. Céline, vous êtes à ses côtés ce soir. C'est à vous. Oui, Henri, avec Alexandre Vinokourov qui n'est qu'à 21 secondes d'Armstrong. Alors demain, pour vous, l'objectif dans le contre-la-montre, c'est de perdre le moins de temps possible. Oui, c'est vrai, je sais que Rance est plus fort dans le contre-la-montre. Bon, j'ai essayé de faire à fond et j'ai essayé de perdre 1 minute 30, c'était parfait pour moi. Mais oui. On a découvert que vous étiez major dans la police du Kazakhstan et le Premier ministre, il est aussi président de la fédération du cyclisme kazakh. Il vous appelle régulièrement pour prendre de vos nouvelles. C'est important là-bas, hein, ce que vous faites sur le Tour de France. Oui, bien sûr, il m'a appelé surtout après quand j'ai gagné mon étape. Là, il m'a beaucoup félicité, il dit merci à tout le monde du Kazakhstan et tout le monde devant la télé, il te suit, il t'encourage et ça me donne l'impression pour faire le mieux. Merci, bon courage pour demain. Voilà Henri, on va laisser notre ami se reposer. On vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et belle bagarre assurément Céline en perspective. Sur la route du Tour aujourd'hui, du vent, du soleil, je le disais, et beaucoup de monde. Et des images insolites. Pierre-Henri Brandet et Fabien Tormos s'en ont pris plein les yeux. Salut Henri, une jolie petite étape et une musette aujourd'hui au parfum italien. Sur la route, nous avons également croisé des chevaux, mais aussi en fin d'étape, un ange. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Le drapeau italien flotte sur le kilomètre 85. Roberto, fan de Danilo Di Luca, suit chaque année le Tour des Alpes-Pyrénées. Roberto très critique avec les journalistes de son pays. La presse italienne accorde énormément de place au football, même de deuxième choix. Petacchi a remporté 4 étapes sur ce tour et ils en ont beaucoup moins parlé. 4 étapes, Tour de France, poco. Et le numéro 1 du cyclisme en Italie, c'est Roberto. Évidemment. Ah bien 88e kilomètre, spectacle équestre dans la côte de Cessac. Voici Izu et Rebelle, deux doubles poneys montés par Justine et Marie. Marie plutôt rebelle à la caméra. Marie, on va pas faire l'interview du cheval quand même? Mais pourquoi pas, il sait parler, hein. Ah, il sait parler en plus. Presque un fest-noz au plot de la Jasse dans l'Aude. Kilomètre 91, le Bagad du centre de transmission France-Sud de la Marine. 1 an d'existence et les voici déjà en représentation internationale sur le Tour. Son camion a plus de 400 000 km au compteur, mais il est toujours là. L'ange Ricardo, fidèle parmi les fidèles, dans le ciel de la Grande Boucle. Saluant le peloton, de jolis battements d'ailes. L'ange Ricardo, c'est aussi cela, la magie du Tour. Chante la route fleurie, que nous suivrons vous et moi. Et demain, c'est déjà la 12e étape du Tour de France entre Gaillac et Cap Découverte. Premier contre-la-montre individuel donc du Tour de France. Un chrono pour costaud sur 47 km à suivre bien sûr en direct sur France Télévisions. Ça commence à 10h45 sur la 3. Je serai avec toute l'équipe en direct de Gaillac. Et j'aurai à mes côtés Tony Parker et Bernard Laporte. Salut, merci. Bonsoir, merci de votre fidélité. C'est donc le journal du Tour en direct de Cap Découverte. Nous sommes au cœur de la région Midi-Pyrénées. Regardez, dans une ancienne mine à ciel ouvert, devenue le premier pôle européen du multiloisir. C'est superbe. Aujourd'hui, coup de tonnerre sur la route du Tour. Jan Ullrich a surclassé Lance Armstrong. 1,36 d'avance après 47 km de contre-la-montre. L'Américain conserve le maillot jaune avec 34 petites secondes d'avance. Mais pour la première fois depuis bien longtemps, le suspense est entier à la veille des Pyrénées. Voici tout de suite, vous l'attendez toutes et tous, le résumé de la 12e étape du Tour de France, commenté par Laurent Belay. C'est la journée des hommes forts, l'heure des comptes contre la montre, où se dévoilent toujours ces hommes à part prétendant au maillot jaune. Aujourd'hui, on va savoir quel est le niveau de Moreau sur ce tour. Apprécier Zubeldia qui grimpe, qui roule, connaître le réel niveau d'Ivan Basso et ce que vaut Jan Ullrich de 2003.
Quel courage il faudra à Tyler Hamilton. Combien de temps laisseront les grimpeurs Mancebo et Iban Mayo? Parce qu'au classement, les écarts sont faibles. Vinokourov n'est qu'à 21 secondes du patron ce matin. Mais Armstrong est-il réellement le patron de ce tour? Le patron est des ouvriers. Péchel est un ouvrier spécialisé dans les contre-la-montre. Péchel, parti ce matin un peu après 11 h. Il réalise un temps canon, longtemps le chrono de référence. 6e à l'arrivée, l'Allemand attend la fin de la course sans la regarder. En fait, j'attends les appels de ma femme. Elle regarde la course à la maison et elle me renseigne sur les temps, les attitudes. Là, elle vient de me dire que j'étais devant Millard, j'attends que le téléphone sonne. Pour les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. J'attends. C'est la fin de l'étape, je sais que je vais être battu, mais de toute façon, lorsqu'elle m'appelle, c'est toujours une bonne nouvelle. Péchel, c'est un homme puissant. Jan Ullrich aussi. Ullrich et son équipe Bianchi aux petits soins pour le champion. Placé dans les meilleures conditions, hôtel près de la ligne, échauffement auprès chez le concessionnaire. Rien n'est trop beau pour le champion. J'ai dit, écoute, moi, quand j'ai un coureur comme toi dans une équipe, moi je donne 150%, tout ce que je peux. Parce que j'ai dit, toi, tu es un coureur de classe, tu as la classe, et ça, c'est un truc que nous, moi j'ai fait du vélo, j'avais pas comme toi, quoi. Pas beaucoup qui ont la classe comme Jan Ullrich. Maintenant, on sait que Ullrich, ce coureur proté capable de remporter le Tour à 23 ans en 97, est revenu très près de son meilleur niveau. Ullrich, meilleur rouleur du peloton, a dominé ce chrono à la manière des champions. À égalité avec Armstrong après 17 km de course, il a ensuite surclassé ses adversaires. Vous êtes dans la voiture de Rudy Pevnage, son directeur sportif. Allez, super, tu es très rapide, reste en ligne. Allez, allez. Très bien, allez, allez. Ullrich, seul coureur capable de parcourir les 47 km vallonnés de ce contre-la-montre en moins d'1 heure. Ullrich s'impose avec 1 minute 36 secondes d'avance sur Lance Armstrong. Je suis vraiment très fatigué, mais c'est vrai que pour moi c'est un grand jour. J'ai réalisé une grande performance. On a un peu retrouvé le Jan Ullrich de ma jeunesse. Face au meilleur Ullrich, Armstrong, toujours aussi véloce, manque de puissance. Parti rapidement, le maillot jaune perd régulièrement du temps sur l'Allemand. En fait, l'Américain a tout simplement laissé 1 minute 36 secondes sur les 30 derniers kilomètres. Aujourd'hui, c'est clair, Armstrong a perdu une bataille, pas la guerre. Ce soir, il faut se souvenir que c'est toujours dans la montagne qu'Armstrong a remporté le Tour de France. Jan fait un très super contre-la-montre et maintenant c'est un grand favori pour le grand boucle. Et le Tour de France c'est pas fini. J'ai un peu de temps et j'attaque encore dans la montagne. La démonstration d'Ullrich ne doit pas occulter la performance de Vinokourov, auteur d'un excellent chrono. Vinokourov ne concède que 30 secondes en 47 km sur Lance Armstrong. Vinokourov, juste derrière Armstrong et Ullrich, c'est le 3e homme de ce tour. Zubeldia, lui, en est l'inconnu. Pourtant, cet homme-là grimpe, roule. Zubeldia, 4e de cette étape, à 2,40 d'Ullrich. C'est l'égal de Maillot dans l'équipe Euskaltel. Rendez-vous dans les Pyrénées. Et que dire de Tyler Hamilton, clavicule cassée plus fort que la douleur. Certes, le temps qui passe ne se rattrape pas, le temps perdu ne se rattrape plus. Mais pour Tyler Hamilton, les Pyrénées s'annoncent bien. Je m'attendais à avoir une bonne performance parce que depuis 2 jours ça va nettement mieux. J'ai moins de douleur et je pense faire une bonne fin de Tour de France. Sur un terrain peu en rapport avec ses qualités, Iban Mayo, le vainqueur de l'Alpe d'Huez, abandonne plus de temps que prévu sur Jan Ullrich. Il termine 12e à 5 minutes 3 secondes. 4 places de mieux que Christophe Moreau, le meilleur français, 16e à 5 minutes 27. Moreau, certes moins à l'aise qu'à une époque sur ce type d'exercice, mais toujours au contact des meilleurs dans un tour plus ouvert que jamais. C'est vrai qu'au niveau temps par rapport au tout meilleur, on peut voir Ullrich qui fait un numéro, mais derrière c'est resserré. Je suis dans une fourchette raisonnable et je crois que maintenant on va se concentrer sur les Pyrénées parce que c'est finalement la grosse partie du tour qui arrive. Et ce qui arrive, ce sont les Pyrénées. 4 jours en montagne pour départager Armstrong, Ullrich, mais aussi Vinokourov.
3 hommes séparés ce soir de seulement 51 secondes après 2 semaines de course. 3 hommes forts, mais toujours pas de patron. Et oui, au classement général, vous l'avez compris, Laurent le disait à l'instant, le suspense est total. À la veille de la première étape des Pyrénées, 3 hommes sont donc en moins d'une minute. Lance Armstrong possède 34 secondes d'avance sur Jan Ullrich et 51 sur Vinokourov. Ullrich est en embuscade, mais dans l'équipe Bianchi, on évite, comme d'habitude, de crier victoire. Céline, vous êtes aux côtés d'ailleurs des membres de l'équipe Bianchi. À vous. Oui Henri, je suis avec les membres de l'équipe. Alors ce que je peux vous dire, c'est que Ullrich est le premier sur la route, mais c'est le dernier à table, systématiquement. Alain Galopin s'est occupé de lui toute la journée, et on peut le dire, Alain, cette journée, vous l'avez vraiment calculé au millimètre, et c'est pour ça qu'il a gagné. Oui, d'habitude il est toujours en retard, mais là aujourd'hui il a été très ponctuel. On est parti de l'hôtel à 8h30, à 9h30 on était arrivé à un hôtel que j'étais venu chercher il y a 2 jours. Vous avez réservé un endroit très frais pour qu'il puisse faire du home trainer tranquillement. Ouais, ça c'est après parce que 10h moins le quart il était sur le vélo, il est revenu à midi, il a dormi jusqu'à 1h moins 10, à 1h il a mangé, après il s'est fait masser et à 3h il est venu, il a fait de l'home trainer dans un magasin que j'avais trouvé juste à côté. Ouais. C'était une très bonne idée, il a mangé du riz au lait, juste ça à midi. Fabrizio Guidi, oui, vous l'avez encouragé. Alors ce qui est sympa, c'est que toute l'équipe était dans la chambre, vous avez eu de la joie quand vous avez vu qu'il avait fait un super temps, mais après vous avez eu peur, vous vous êtes dit on va peut-être pas être dans les temps. Oui, on a roulé tranquille, on était tout contents, mais après on a regardé les délais parce que le 10e était déjà 5 minutes. Et bon, on a regardé, mais ça va et on verra. Et c'est super pour l'équipe. Oui, c'est normal, mais il est toujours 2e, il faut gagner. En tout cas, Yann ne devrait pas tarder à arriver. Ils vont boire une petite coupe de champagne et demain, ils vont se battre évidemment dans les Pyrénées. Avec modération, parce qu'il y a la montagne. Il y a 1500 mètres d'altitude demain. Merci en tous les cas d'avoir répondu à nos questions. Grosse bagarre sur la route, vous l'avez vu, et grosse ambiance sur le bord de la route du Tour de France. Aujourd'hui, c'était chaleur et musique. Pierre-Henri Brandet. Salut Henri, une musette musicale aujourd'hui avec des supporters de Didier Rousse qui donnent de la voix, des supporters de Didier Rousse qui ont du souffle et des speakers qui ne manquent pas d'air. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Kilomètre 8 de ce contre-la-montre, voici Luz Pompiliats, en occitan, les Gros Mollets, un club de cyclotouristes du Tarn, forcément des amis de Didier Rousse. Quand Didier Roux vient nous voir et qu'on fait la montée albanaise avec lui, on le laisse passer devant. C'est pas respect, c'est normal. Autrement, il ne serait pas champion de France. Des trompes de chasse au 13e kilomètre pour le plus grand bonheur des chronométreurs. Ils ont commencé à 2, maintenant on les voit à 5. Ça se multiplie. Ça a l'air comme des lapins. Ils ont bien mangé, donc... Donc ils sont en forme, les veneurs du Tarn. Forcément des amis de Didier Rousse, le chasseur. Il tire très bien et croyez-moi qu'au bal trappe aussi, c'est un parfait tireur. Ouais. Bon coureur, bon tireur. Oui. Il est complet. 47e kilomètre, la ligne d'arrivée pendant que Daniel et François s'égosillent, Jean-Luc essaye de se restaurer. Un abricot, pur jus, pur fruit comme ça, avec ce bruit, c'est inhumain. Inhumain. Rogers, eh bien, le 3e temps, au premier temps intermédiaire à 13 km, Daniel, qui a l'air d'être visiblement passionné par ce que je dis. La voie est bonne, j'ai eu quelques petits soucis au 3-4e jour, mais là ça va impeccable. Et il vaut mieux car il reste 8 étapes. Voilà, il me reste un brin de voix pour vous dire que demain c'est déjà la 13e étape. On attaque les Pyrénées par une longue étape de 197 km. La dernière ascension vers le plateau de Bonascre risque de faire mal aux jambes. Je vous retrouve demain en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. C'est Julien Clerc qui sera notre invité. Salut, merci. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le journal du Tour de France dans les Hautes-Pyrénées. Nous sommes ce soir à Loudanvielle-le-Louron, dans un site magnifique, regardez, entouré de sommets à plus de 3000 mètres d'altitude. Et en plus, il fait beau. Et nous saluons aujourd'hui la victoire de Gilberto Simoni, l'Italien, devant Laurent Dufaux et Richard Virenque. Simoni qui s'est bien racheté après une traversée des Alpes plutôt calamiteuse. Pour le reste, le suspense est entier. Vinokourov, le Kazakh, a repris 41 nouvelles secondes à Lance Armstrong. Et ce soir, les 3 premiers du général se tiennent en 18 petites secondes. Voici tout de suite le résumé de la 14e étape du Tour de France, grande étape des Pyrénées, avec Laurent Belay.
Ne vous fiez surtout pas aux apparences. Ce maillot jaune est l'un des plus fragiles de l'histoire du Tour. Armstrong, leader menacé, bien malin, celui qui sait quelle sera la main qui signera le maillot jaune dimanche prochain. Ullrich, l'Allemand si puissant. Armstrong, l'attaquant cantonné en défense. C'est un duel entre Ullrich, le vainqueur de 97, Armstrong, le maître depuis 99, entre 15 secondes. Derrière eux, le troisième homme, le Kazakh, qui donne du talent à la course, Vinokourov à 51 secondes et une question, qui va gagner le Tour du Centenaire? Oh, Yann elle est vraiment maintenant à 100% là. Mais bon, Lance, j'ai vu que je pense qu'il a un peu perdu le moral et aussi c'est difficile pour lui-même. Mais bon, moi aussi j'ai pas trop loin. Je vais se battre jusqu'à bout et on verra aujourd'hui, demain. Ullrich favori de Vinokourov, mais le Kazakh n'a pas dit son dernier mot. C'est une grande étape de montagne avec, dès le 4e kilomètre, 17 coureurs qui prennent la clé des champs. Parmi eux, Virenque, avec deux équipiers, Bettini et Rogers, Perron, Beneteau, Dufaux, Simoni et Beltrán, équipier d'Armstrong. Si Virenque défend son maillot de grimpeur, Manuel Beltrán, 13e du général ce matin, justifie à lui seul la passivité du peloton. Avec un homme à l'avant, les coureurs de l'US Postal n'assurent pas la chasse, le peloton perd du temps. C'est une partie de poker menteur remportée par Johan Brunel. Une journée comme aujourd'hui, pour la gérer, c'est pour une équipe, c'est très difficile. Donc c'est beaucoup mieux d'aller dans la échappée et laisser le travail aux autres. Et ça marche. 15 minutes d'avance pour les échappés. Et voilà les autres équipes obligées de chasser. Les Euskaltel, mais surtout les Bianchi laissent des forces sur la route pour réduire l'écart. Jan Ullrich défend un maillot qu'il ne possède pas. À l'avant, voilà le col du Portillon, le 5e de la journée. Laurent Dufaux décide d'attaquer. Son rythme est dès lors trop élevé pour le reste du groupe. Désormais, ils ne sont plus que 3 devant. Dufaux, excellent dans cette deuxième partie de tour. Richard Virenque, épatant sur ce tour. Et le vainqueur du dernier Giro, Gilberto Simoni. Au sommet, ces 3 hommes possèdent 40 secondes d'avance sur Beneteau. Mais dans la descente, Beneteau fait la jonction, 4 hommes en tête. Beneteau, tout risque, lui qui avait pourtant frôlé la catastrophe dans la descente du col de Monté. Regardez. J'ai voulu me faire plaisir dans la descente, je descendais peut-être tant qu'assez vite, je suis rentré au cul des voitures et des motos. Et lorsqu'ils ont vu que j'arrivais, ils ont freiné pour me laisser passer dans la courbe. Et bon, j'ai pris une mauvaise trajectoire. J'ai vu que j'allais pas passer, il y avait la route en face, j'ai taillé tout droit. Ouais, c'est vrai qu'en montagne, il n'y a que ça de bien les descentes. Super Beneteau, 4e de l'étape, car dans le col de Peyre-Sourde, les accélérations de Simoni et Dufaux finissent par l'épuiser. Voilà donc le tiercé gagnant. Simoni, Virenque, Dufaux. Virenque bien aidé aujourd'hui par Rogers puis Bettini. Ils découvrent ensemble le paysage surréaliste de la foule du col de Peyre-Sourde. Image saisissante de 3 champions du Tour. Parmi eux, celui qui sera sans doute le roi des grimpeurs du Tour du Centenaire. Ce maillot à poids, si je l'amène à Paris, ça sera en tout cas bien grâce à eux deux, en tout cas parce qu'ils m'ont donné un grand coup de main et je leur ai remercié aujourd'hui. Derrière, une quinzaine de coureurs est en éveil. Ce sont les costauds de la course en action dans la montée de Peyre-Sourde. Ullrich fait rouler ses équipiers, surveille Armstrong. Un jeu de dupes que n'accepte pas Christophe Moreau, qui s'en va à la pédale, en force comme on dit. Bientôt, le Français est repris par Iban Maillot, parti en contre, mais le meilleur est à venir. Voilà, sur la droite en rose, Vinokourov qui accélère. Une nouvelle fois, il décroche Ullrich et Armstrong. Vinokourov menaçant pour le maillot jaune, flanqué d'Iban Maillot, il creuse l'écart. 50 secondes sur Zubeldia, Basso, Armstrong et Ullrich, toujours en tête. Il mène la poursuite, c'est lui qui se comporte en leader de la course. C'est le match que l'on attend. 1 minute d'avance pour Vinokourov, virtuel maillot jaune, un court instant. Vinokourov qui profite du marquage entre Ullrich et Armstrong, mais qui profite aussi des faiblesses passagères des deux ténors, celle d'Armstrong, celle d'Ullrich aussi. Il n'avait pas l'accélération dans la jambe aujourd'hui, donc il a fait son tempo. Il ne pouvait quand même pas laisser rouler Vino non plus 10 minutes. Après, je pense qu'il m'a dit qu'il ne pouvait pas mieux et c'était bien comme ça.
L'union fait la force. Ulrich à fond dans la descente. C'est un match de poursuite. Formidable pour grappiller quelques secondes à 10 km de l'arrivée à Loudanviel. Armstrong, Ulrich, les deux ennemis qui s'allient pour reprendre des secondes à Vinokourov, encore payé pour ses efforts. Il a repris 43 secondes sur Ulrich et Armstrong. Maillot jaune menacé, pourtant toujours confiant l'Américain. Aujourd'hui, je sens mieux parce que hier, c'est un peu crise après le désastre de contre le Mans. Mais aujourd'hui, c'est mieux. Donc, demain, c'est important, c'est une grande étape avec une finale en eau. Avant le combat des chefs, il y a à l'arrivée des 3 de tête, ou plutôt des 4. Perron, au prix d'une descente fabuleuse, reprend 1 minute et vient se mêler au sprint et emmêler les cartes. Nous, on était tous les 3 concentrés pour le sprint final. Il y avait beaucoup de tension et lui, il arrivait comme une balle de l'arrière, donc c'est un petit peu faussé les données. Mais finalement, bon, Simoni gagne devant moi. C'est la course. Enfin, Simoni, vainqueur devant Dufaux et Virenque, est à la hauteur de sa réputation sur ce tour palpitant avec Armstrong, Ulrich, Vinokourov, 3 hommes pour un maillot. Un tiercé peut-être en désordre. Vivement demain. Et en attendant demain, on jette un petit coup d'œil comme tous les soirs sur les différents classements. Le maillot jaune de Lance Armstrong, on ne le dira jamais assez, ne tient plus qu'à un fil. L'Américain possède 15 secondes d'avance toujours sur Jan Ullrich et 18 maintenant sur Vinokourov. Zubeldia est 4e à 4,16. Maillot 5e à 4,37. Moreau, premier français, 9e à 10,09. Virenque qui revient un peu, 11e à 12,51. Pour le maillot à poids, évidemment, pas de problème. Richard Virenque conforte sa position avec 300 points. Dufaux est 2e, Bettini 3e. Baden-Cook conserve le maillot vert. Quant au maillot blanc, il est toujours sur les épaules de Denis Menchov, le russe, devant 2 Espagnols, Astarloza et Mercado. Et pendant ce temps-là, eh bien sur le bord de la route, il y a toujours énormément d'ambiance et on peut dire que la fête de juillet continue. Aujourd'hui, la jeunesse qui menait la danse. Voici un petit jeune qui monte, Pierre-Henri Brandet. Salut Henri, la musette a failli plonger dans un torrent mais on l'a rattrapé de justesse. Une musette bruyante, aujourd'hui, une musette tendresse également. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Kayakiste cherche rivière. Kilomètre 51 près de Sex en Ariège, la route du Tour suit aujourd'hui les méandres de la Salade. On serait descendu quand même de toute façon. Tant qu'à faire, si on peut les suivre, c'est pas plus mal. Voilà. Un petit plongeon, histoire de se rafraîchir. Chance que n'ont pas les coureurs. Eux non plus n'ont pas de chance, posté à un carrefour, à Luchon, où une colonie de vacances a justement décidé de venir voir passer le tour. Kilomètre 166, gendarme épuisé, moniteur déjanté. C'était vraiment le look le plus ridicule qu'on ait pu trouver. Et apparemment ça marche. Ah tiens, voilà le chef. Voilà. Vous voulez un peu de bruit? Kilomètre 174. Daniel a le sourire et ses voisins les yeux cernés. Toute la nuit. Toute la nuit. On n'a pas pu dormir. Kilomètre 175, message de Lucille pour Laurent Jalabert. Que je lui fais un gros bisou et que je l'aime. À 4 km de l'arrivée, Félix et Assomption de Lannemezan, supporters de Virenque et pronostiqueurs. Avec qui va gagner le tour? Vinokourov ou Armstrong. Mais ça, c'est la route du Tour qui va en décider. Voilà, bonne soirée sur la 3. On se retrouve demain 10h45 sur la 3 en direct de Bagnères de Bigorre avant la nouvelle grande étape des Pyrénées. Salut, à demain. Bonsoir, merci de votre fidélité. C'est le journal du Tour en direct de Luzardiden dans les Hautes-Pyrénées, dans les nuages que voici à 1700 mètres d'altitude. Lance Armstrong a apporté une réponse cinglante à tous ses détracteurs. Scénario incroyable, regardez, le maillot jaune tombe dans la montée, il se relève et il attaque à nouveau et il gagne avec 40 secondes d'avance sur Iban Maillot et Jan Ullrich. Ce soir, le Tour n'est pas joué, mais Lance Armstrong est redevenu, comme on dit, le patron. Voici le résumé, le brillant résumé de cette grande étape des Pyrénées. C'était la 15e, concoctée par Laurent Belay et Gérard Roy. Il
y a ce visage si impressionnant de détermination. Alors oui, il est de retour. Lance Armstrong, cet homme à part revenu du cancer, reparti vers les sommets. Ce soir, il possède 1 minute 7 d'avance sur Ullrich. Ce tour que l'on aime a encore inventé des histoires exceptionnelles aujourd'hui. Avec dès ce matin, un simple crêpe sur des cœurs sans doute plus gros que d'habitude. Ce matin que Lorios, coureur professionnel, ne verra pas. Dans son pays, l'Estonie, il s'entraînait. Un automobiliste a bu, l'a renversé, sans même prendre le soin de s'arrêter. C'est un instant de recueillement du peloton. Lorios courait pour l'équipe AG2R Prévoyance. Il avait 32 ans, une femme et 2 enfants. Je ressens bien sûr le malheur, mais il n'y a rien à dire. Je qu'on peut ressentir quand quelqu'un est enlevé à cet âge-là, c'est évident, quoi. C'est un peloton de 151 coureurs qui repart, sans le soleil, sans doute fatigué, qui s'est retiré pour laisser au nuage le soin d'accompagner la course. Il fait frais ce matin. Comme un hommage à Lorios, voilà 4 coureurs AG2R à l'avant. Portal, Auriol, Botcharov et Flickinger. Bientôt, ils ne sont plus que 2 devant. Santiago Botero, équipier de Vinokourov, et Sylvain Chavanel, surnommé Mimosa, en route pour une grande journée de vélo. Chavanel, à la hauteur du Tour, qui démontre que le Mimosa peut pousser vers les sommets. Dans le col du Tourmalet, il distance Botero. Ensemble, ils ont amassé un joli pécule. 10 minutes 30 d'avance sur le peloton qui découvre le col du Tourmalet. C'est le premier acte de cette étape. Dans le Tourmalet, Christophe Moreau accélère. Une secousse, bientôt transformée en véritable raz-de-marée. Regardez qui arrive, Ullrich, Armstrong engagent leur combat. Ullrich en puissance, Armstrong en souffrance. Lorsque l'Américain concède 70 mètres à Ullrich, Armstrong subit, puis revient presque à la manière d'Ullrich, sans à-coup. Au sommet, Sylvain Chavanel, lui, est toujours en tête avec 4 minutes 7 secondes d'avance. Chavanel, auteur d'une grande étape du Tour de France. Ça fait du bien dans la tête, surtout qu'il y a 2 jours, j'étais limite à rentrer à la maison, donc ça fait plaisir de retrouver la course devant. L'ennui pour Chavanel, c'est que les grands s'expliquent. Ullrich, Armstrong avec Zubeldia et Maillot, revenus dans les roues, découvrent le sommet du Tourmalet et la stèle Jacques Godet. L'absent, c'est bien sûr Alexandre Vinokourov, l'attaquant, surpris aujourd'hui par les accélérations et qui est à la peine. Vinokourov, attendu par Botero, son équipier. Il est pointé à 1 minute 18 secondes au sommet du groupe Ullrich-Armstrong. Voilà la descente. Vinokourov, véritablement téléguidé, aspiré par Botero, refait son retard. Peu après, Luce Saint-Sauveur, il peut dire un grand merci à Santiago Botero, son équipier. Il est à nouveau dans la roue des meilleurs. C'est le début de l'acte 2. C'est la montée de Luzardiden. Maillot démarre sèchement. Armstrong, revigoré, le contre brutalement et s'inscrit dans le sillage du Basque. Armstrong, Maillot, Ullrich et puis l'incroyable. Armstrong et Maillot sont au sol. Armstrong revoit les images juste après l'arrivée. Regardez, écoutez. Oui, je crois que c'est une musette de spectateurs et c'est malheureusement mais après la chute j'ai une grande rush d'adrénaline. Alors Armstrong sprint pour revenir, c'est la deuxième alerte lorsqu'il déchausse et évite miraculeusement la chute. Et Ullrich, pendant ce temps, grand seigneur, l'Allemand, il freine son allure, on n'attaque pas un homme au sol. Yann, il a attendu Armstrong, peut-être il s'est cassé un peu les jambes et peut-être là il a perdu le tout avec cette chute, je ne sais pas. On peut seulement constater que Armstrong était quand même très fort dans la dernière montée. C'est le début du troisième acte, Armstrong revient dans le groupe Ullrich avec une force décuplée. Et donc je dis encore une fois, Lance voudrait gagner le Tour de France
aujourd'hui attaquer. C'est seulement chose. Et ce que Lance dit, Armstrong le fait un peu plus haut, vu de l'intérieur, par Christophe Moreau. Dès l'instant que Armstrong est revenu dans ce groupe, il a attaqué, je pense, très énervé, très agacé. Et là, je peux vous assurer que personne ne pouvait y aller, ni Ulrich, ni Maillot, ni les autres. Tout le monde était pendu et on a fini comme ça jusqu'en haut. Aujourd'hui, il a frappé fort et même psychologiquement, moi j'étais avec Ulrich, plus personne ne pouvait y aller, les Espagnols étaient à fond, tout le monde était à fond derrière et Armstrong était le plus fort aujourd'hui. Et ça, c'est la scène finale, où l'on retrouve ces images oubliées, celles d'un champion Armstrong et son style si particulier. Comme les autres, il tourne les jambes peut-être plus vite, plus fort. Et Ulrich, si confiant, si impressionnant ces jours derniers, dont le visage trahit la souffrance. On compte les secondes, le tour se joue là, sur la ligne d'arrivée, quand Armstrong jette son vélo, ses dernières forces. Tandis qu'Ulrich, troisième, sprint pour 8 secondes de bonification. Ulrich derrière Maillot devant Zubeldia et Moreau, si fier de son combat. Ça fait terriblement mal, mais à la fois c'est tellement bon quand on passe la ligne. On se dit, aujourd'hui t'as fait un truc et tous ces efforts sont pas en vain. Et dire qu'il y a un perdant à l'issue d'une telle étape, alors ce sera Vinokourov, 8e à 2 minutes 07. On connaît sans doute le troisième du tour. Peut-être aussi le futur vainqueur, si noble, magnanime, au moment de dépasser Sylvain Courage-Chavanel. Armstrong, cet homme si peu ordinaire, de la race très spéciale de ces champions d'exception, capable de gagner 5 Tours de France. Un coup d'œil maintenant sur le classement général. Il est évident qu'Armstrong conforte sa position et son maillot jaune en tête du classement. Il possède, vous le voyez, 1,07 d'avance ce soir sur Jan Ullrich, 2,45 sur Alexandre Vinokourov, qui est le grand perdant de la journée, et 5,16 sur Zubeldia. Christophe Moreau, le premier français, est 8e à 11,12. Richard Virenque conforte lui aussi son maillot à poids. Avec 318 points, il ne peut plus être rejoint ce soir. Alors après une étape comme celle-là, toutes les autres images révèlent et relèvent plutôt du folklore, je crois qu'il faut le dire. En voici quand même quelques-unes. Pierre-Henri a pris la clé des champs en chanson, s'il vous plaît. Salut Henri, une musette bien garnie aujourd'hui. Nous avons rencontré sur le bord de la route une sacrée chanteuse, un sacré vieux coureur et dans un champ, dans un pré, un sacré lapin. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. 9e kilomètre, Aurignac célèbre le fameux haricot Tarbet. C'est parti! J'aime les haricots et j'en mange à tire. La bande à Nanette pousse la chansonnette histoire de patienter en musique. Mais au passage du peloton va rien chanter, les pauvres, et il faut leur laisser la vedette. Et une vedette, en voici une, Gérard Breton de la vénérable mais défunte équipe Terreau dans la montée vers l'Uzardiden. Les mollets farcis de crampes, Gérard n'en peut plus. 144e kilomètre, il est à terre, épuisé par son 56-12. Là, je suis vidé, honnêtement. J'ai fait le boy pendant longtemps. Là, on était coéquipiers pendant un petit moment.